À nouveau, bonjour, un plaisir de vous retrouver sur le plateau consacré aux analyses des confrères sur les dernières actualités de notre pays. En effet, la semaine a été riche en polémiques. La Sénat a rendu son verdict: 100% des sièges pour la mouvance et 0 élu pour l'opposition. Le parti de Paul Roupé sort du silence avec une déclaration au vitriol. Mais à quoi joue concrètement Paul Roupé et la FCBE? Par ailleurs, avec le marché P4-3, Cotonou se dote d'un outil de commerce structuré. Le nouveau joyau de la friperie peut-il réellement préserver l'arme et la ferveur économique du centre-ville historique? Deux questions clés que nous allons poser à nos éditorialistes, nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vous présente Florent Rouessinon de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Bonjour Maëlle et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de ETélé. Merci d'être là ce dimanche avec nous. Juste à côté de vous, Stéphane Arinou-Rossou du quotidien L'Autre Vision. Stéphane Arinou-Rossou, bonjour. Bonjour Marianne, bonjour Florent, bonjour Henri, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et le troisième, Henri Nyambaudet, Red Chef de Radio Tado. Henri Nyambaudet, bonjour. Bonjour Maël, bonjour Florent, bonjour Stéphane et bonjour à toute l'équipe technique. Merci de nous associer à ce plateau. On espère qu'on sera à la hauteur. Mesdames et messieurs, le 27 janvier 2026, la Sénat a proclamé les résultats définitifs des communales. L'UPR et le BR se partagent les 1815 sièges. La FCBE, avec seulement 6,65% des voix, n'a pas franchi le seuil de 10% et se retrouve à 0 conseiller. Dans une déclaration publiée le 28 janvier, le bureau politique du parti dénonce un système inéquitable et liberticide et appelle à un sursaut patriotique. Florent Rouessinon, après avoir participé à toutes ces échéances depuis 2019, au nom de la culture de la paix, la FCBE se retrouve aujourd'hui sans aucun élu local. Cette déclaration post-électorale n'était pas un aveu d'échec? Aveu d'échec, je ne parlerai pas en ces termes. Il faut en réalité parler du statut ou de la position actuelle d'un parti qui, entre-temps, s'était réclamé de la majorité présidentielle. En adoptant un statut, je dirais en adoptant une position, je dirais, hors statut, de parti d'opposition modéré. Lorsque vous prenez la loi sur le statut de l'opposition au Bénin, vous ne verrez nullement, vous ne verrez aucunement l'expression opposition modérée. On parle de parti d'opposition. Donc quand on est un parti d'opposition, on fait sa déclaration en tant que tel. Et donc, c'est un parti qui en réalité, a assumé depuis sa scission de l'ancêtre, les forces Corée pour un Bénin émergent en 2019, qui a assumé cette position-là, et qui, depuis 2019, ou ce n'est qu'en 2019 que ce parti a pu, je dirais en 2020, que ce parti a pu tirer profit de son ancien leader charismatique qui est le président Thomas Boni Yayi. Et en tirant profit du charisme de Boni Yayi, ce parti a pu avoir des élus locaux. Imaginez-vous que depuis 2020, la force Corée pour un Bénin émergent sous Paul Roupé n'a plus eu d'élus, ni élus locaux, ni élus à la députation. Et donc, que cette fois-ci, ce parti-là soit dans l'impossibilité, dans l'incapacité d'atteindre le seuil pour pouvoir lever des sièges au niveau local comme au niveau du Parlement, moi, ça ne me surprend pas. Parce que il se pose la question de management
du leader du parti actuel, de l'actuel leader. Non seulement la question du mandat de ce leader, mais on se demande si Paul Ronkpe est effectivement un charismatique. C'est la question qu'on se pose et c'est la question que moi-même je me pose. Parce que pour porter un parti qui se réclame de la mouvance présidentielle, un parti qui a assumé ou qui assume son statut d'opposition modérée, il faut pouvoir avoir un certain charisme et faire preuve de ce charisme sur le terrain. Donc, ce sont les questions qui m'agitent et que je partage avec le plateau et avec les téléspectateurs pour que nous réfléchissions autour de la question. C'est cela. Merci à vous, Stéphane Arino Rosso. Oui, vous avez lu la déclaration du parti Foscori pour un Bénin émergent. Alors, quel est votre regard sur tout ce qui a été énoncé dans cette déclaration juste après les résultats? Oui, merci Maëlle. Je pense que cette déclaration du leader du parti FCBE me laisse un peu perplexe sur ma fin et m'amène à me poser un certain nombre de questions. Je vais aborder le sujet sous deux angles. D'abord, il faut se poser la question de savoir si c'est quand la guerre est finie ou terminée qu'on prend les armes pour dire qu'on va à la guerre. Ça, c'est la première interrogation que je me fais. Deuxième interrogation, quand vous acceptez une loi, vous acceptez un code électoral et délibérément vous vous dites que malgré ce code, vous allez aux élections et qu'à l'issue de ces élections, vous constatez que votre parti n'est réduit qu'à sa propre portion congrue, vous devez assumer l'échec là de votre parti. Vous n'allez pas prétester de cet échec pour commencer par mener une lutte qui, à mon sens, n'a plus véritablement pas de sens. Non, il y a les présidentielles, mais ça va être le même schéma. Un parti qui a eu 4, quelque chose % pour les législatives et qui a eu 5 quelque chose, je ne sais pas par quel miracle, il pourra franchir la barre de 10%. Donc on sait désormais ce que vaut ce parti FCBE là. Je pense que le parti FCBE, pour être suffisamment clair, se trompe de combat, se trompe d'époque même. Ce n'est plus le moment et l'heure de dénoncer un code électoral. Nous avons vu ici que le parti Les Démocrates a pris à sa charge ce combat, l'a mené à dénoncer ce code. Où était le parti FCBE en ce moment-là? Et donc, si FCBE à l'époque avait estimé que ce code-là était bon, ce n'est pas quand vous n'avez pas pu réussir la moisson que vous escomptiez que ce code-là sera mauvais pour vous. Je pense que pour FCBE, ce code-là est bon et que ce code-là ne doit pas être souci pour le système électoral de notre pays. Je n'ai pas envie de dire que le parti ne fait pas preuve de tout le sérieux nécessaire en faisant cette déclaration. Je ne voudrais pas le dire, mais j'aurais préféré que FCBE ne fasse pas cette sortie-là, parce que cette sortie-là, ça, pour moi, ça affaiblit encore davantage le parti et ça va contribuer à nourrir des polémiques qui vont salir l'image du parti. Sur le plan communicationnel, ce n'est pas du tout bon. Sur le plan stratégique, même pour politique, ce n'est même pas du tout bon pour ce parti-là. Henri Yambaudet, une sortie qui affaiblit donc le parti de Paul Ronkpe. Je veux donc bien épouser l'argumentaire développé par mon cher ami Stéphane, qui dit que politiquement, ça ne crédibilise donc cette formation politique qui a accepté depuis 2019 faire avec le système mis en place. Et tout à l'heure, mon cher ami Florent rappelait donc le parcours de cette formation politique depuis 2019 et qui a usé de l'aura de l'ancien président Patrick Boniayi pour avoir donc comment on appelle, les élus. Aujourd'hui, oui, Paul Ronkpe sort pour faire, je dirais, de la confession, pour nous dire peut-être que j'ai accepté ce que je ne devais pas accepter. Aujourd'hui, il sort
une déclaration pour nous dire, écoutez, je vais reprendre les mots de Stéphane pour dire que on m'a annoncé que je dois participer à la guerre, mais les armes que j'ai utilisées là sont les armes qui ont été fabriquées à Tchonvidi, à Gounalaba, alors que mes autres combattants, les autres ont utilisé l'arme fabriquée à Cotonou. Personne ne comprendrait. Personne ne comprendrait parce que tout simplement, vous avez accepté les règles du jeu. Et donc, c'est pas à la fin du jeu que vous allez commencer par nous dire que non, vous savez que les règles qui ont été établies là, moi, je n'ai pas trop aimé ces règles-là, alors que vous avez pris connaissance de ces règles-là. Et il y a des faits qui n'ont pas, qu'on doit considérer. Quand vous prenez donc l'actualité politique de notre pays, on a parlé donc, Stéphane faisait cas donc des démocrates. Oui, au moment où les démocrates rappelaient que il sera difficile pour une formation politique de réunir les 20% dans chaque circonscription électorale. Mais Paul Onkpé a trouvé l'alibi pour aller s'offrir des parrainages, nous l'oublions pas, a trouvé des alibis pour aller s'accrocher aux formations politiques BR et UPR, pour être sauvé de ce naufrage-là. Mais ces alliances-là, bon, j'allais dire, ces accords-là n'ont pas pu sauver Paul Onkpé du naufrage. Aujourd'hui, politiquement, il doit reconnaître que le maillage territorial que la formation politique, la FCBE devrait avoir, que ce maillage-là n'est pas observé. Et donc, il doit, normalement, si on a encore une petite crédibilité, une petite conscience qui gêne, on devrait déjà, même après cette sortie-là, annoncer sa démission, désister pour la présidentielle qui vient et laisser donc le boulevard ouvert. Parce que il a fait cas de ces pourcentages, de 5% et 6%. Ça dit que ce parti-là n'est pas capable, sur le plan national, d'accord, de réunir 10%. Et c'est ce parti-là qui va à l'élection présidentielle. Ça fait réfléchir. Merci à vous, Florent Russino. Et pourtant, tout leur semble être favorable. On s'attendait à un report des voix des partisans démocrates vers la FCBE. Et finalement, voilà qu'on s'attend à un rendez-vous manqué. Non, moi je ne m'attendais pas à un report, contrairement à... Moi je ne m'attendais pas du tout à un report, parce qu'un report du parti des militants, des suffrages des militants du parti des démocrates, parce que la FCBE sous Paul Onkpé n'a jamais fait disons, un clin d'œil de ce côté-là, n'a jamais adopté la position du parti LD à un moment donné de l'histoire, depuis 2019. Au contraire, la FCBE s'est montrée comme un parti, disons, un concurrent du parti LD. Et vous voyez donc, moi je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à ce que les militants du parti LD rallient la FCBE. Les militants auraient rallié la FCBE si la FCBE avait adopté entre-temps une partie, disons une position ou une conviction idoine. C'est que nous sommes en présence d'un parti qui adopte des positions suivant les conjectures. Et cela, ça ne peut pas marcher. Si vous adoptez des positions suivant les conjectures, suivant vos intérêts personnels ou les intérêts personnels de votre entourage, comprenez qu'il y a des militants qui ne vous suivent pas parce qu'ils se sentent confondus. Ils se sentent non seulement confondus, mais ils se sentent, disons, dupés. Dupés, non seulement dupés, mais ils se donnent, mais ils sont en présence de qui? Ils sont en présence de quelle moralité? Ils sont en présence de quelle personnalité? Et donc, si vous voudrez vraiment, d'accord, en tant que parti, assumer une conviction, c'est clair que vous aurez la population qui vous soutienne. La preuve, c'est que lorsque les partis de la mouvance présidentielle, surtout l'Union progressive, le Renouveau et le Bloc républicain, ont assumé clairement et ouvertement leur position par rapport au chef de l'État et ont été jusqu'au bout, mais ils ont pu sortir leur épingle du jeu. Mais nous sommes après un parti qui vraiment a plongé d'abord ses militants dans une confusion totale. Une partie qui serait, je dis bien qui serait sans idéologie tellement prononcée, tellement marquée. Et lorsque vous adoptez une position, disons, non éclairée, comprenez que les gens ne vous suivent pas. C'est cela.
Oui, merci à vous. L'intervention de Henri et de Florent m'amène à me poser une question toute simple. FCBE, in fine, s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'attendait à ce que, je ne sais pas, ou bien ils n'ont pas bien lu le code électoral, ou bien ils ne se sont pas entendus sur les thèmes des accords, ou bien ce qu'il fallait entendre par accord de gouvernance. Parce que j'ai comme l'impression que, ou soit, ils n'ont pas bien compris, ou bien ils se sont dit à la fin des résultats qu'ils ont été dupés par leur partenaire politique de l'époque, parce que c'est plus évident que ce soit du moment avec leur sortie là. Donc, à quoi s'attendait ce parti-là? Et donc, lorsque vous avez compris que votre parti vaut ce qu'il vaut là, franchement, et puis après, il y a l'autre chose qu'il faut voir. Moi, je suis peiné pour tous ces Béninois qui se retrouvent dans ces formations politiques-là et qui sont perdus aujourd'hui du fait du mauvais management des leaders de ces formations politiques, à savoir la FCBE et le parti Les Démocrates. Parce que si ces milliers d'opposants, ces Béninois qui se retrouvent bien dans ces formations politiques, n'ont pas eu leur compte à l'issue de ces élections, c'est bien du fait du management fait par ces deux leaders-là, à savoir Paul Rompé et Boni Yahi. Parce que si ils s'étaient compris, ils s'étaient entendus, au moins ce qu'on appelait, parce que ce bicéphalisme-là, où on dit opposition modérée, opposition, moi je comprends pas, et puis Florent l'a bien expliqué, s'ils avaient leur ego et leur divergence, et si c'était entendu, au moins ils allaient lever des sièges pour la présidentielle, et je dis présidentielle, les communales et les législatives. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, au lieu de sortir et de se plaindre d'un code, ou même vous-même, vous savez déjà ce que ça veut dire. Le parti et les démocrates est monté au créneau pour dénoncer le collège catholique, le collège la conférence épiscopale. Ils sont sortis pour dénoncer. On n'a jamais vu FCBE aux côtés de ceux-là pour dénoncer le fait. On ne les a jamais vus. C'est à croire qu'ils ont compris les règles du jeu, ils ont compris, ou bien ils s'attendaient à un miracle. Moi, je suis peiné, je suis déçu de les voir faire cette sortie-là, sauf si c'est maintenant qu'ils ont retrouvé leur inspiration d'opposants. Je pense que c'est quand même mal, très malvenu. Et c'est déplorable pour les militants de ces formations. Moi, je suis déçu de voir que nous sommes dans un pays où on parle de régime démocratique, et nous avons une opposition qui n'est pas responsable, une opposition qui n'est pas structurée, une opposition qui ne fait pas ce qu'il faut à un moment donné, et qui après se saisit pour jouer à l'émotion, pour jouer à des choses que nous ne comprenons pas. Franchement, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est j'exprime ma déception par rapport à la gestion qui est faite de l'opposition dans notre pays. Et je pense que c'est tant mieux pour les partis de la mouvance, puisque c'est eux qui ont tiré véritablement leur épingle du jeu. Ils sont en train de savourer leur champagne. Et puis l'opposition a perdu, et a perdu pour longtemps. L'opposition a perdu et a perdu vraiment pour longtemps. On ne parlera plus d'opposition. Parce que s'ils n'ont pas d'élus, pour les 7 ans après, ils ne seront même pas représentés. Parce qu'on parlera également de parrainage. Donc l'opposition, ils sont morts. Et moi, je suis déçu et peiné. Lorsque je vais te dire qu'en réalité, c'est le statut du chef de file de l'opposition qui est mis en difficulté. Qui est-ce qu'on va nommer actuellement chef de file de l'opposition? Il est vrai, Paul Rompé a assumé cette fonction, c'est toujours lui. Mais maintenant, non, justement. Non. Deux partis qui n'ont pas pu lever un seul conseiller. On va les prendre chef de file de telle opposition. C'est là où je pose quel parti va porter aujourd'hui le statut de chef de file de l'opposition. En tant que la loi sur le statut de l'opposition dit que est chef de file de l'opposition, d'accord, le parti qui est représenté à l'Assemblée nationale ou le parti qui a élevé des sièges au niveau des structures décentralisées.
Voilà que les partis où, disons, le contrôle total du pouvoir d'État et du pouvoir local, d'accord, est aux mains de la mouvement présidentielle. Qu'est-ce qu'on va nommer chef de file de l'opposition? C'est le parti BR, le Bloc républicain, qui appartient à la mouvement présidentielle. Ça pose un véritable problème par rapport à nos tests, à l'application de nos tests. Qu'est-ce qu'on va nommer? Ou nous allons encore entrer encore dans le saupoutrage comme nous avons vu par le passé? C'est la question que je me pose. Oui, non, par rapport au chef de l'opposition, non, il faut donc oublier ça parce que il y a plus donc, comme l'a dit Stéphane, sur 7 ans d'abord, prenons cette période d'abord, 7 ans, ils n'ont pas de lieu, donc il n'y a plus une opposition en tant que telle, parce que là il faut faire également référence donc à la nouvelle constitution qui fait qu'à la traite politique. Je ne veux pas rentrer donc pour faire peur aux gens, mais il y a un fait que Stéphane a relevé et que il faut tenir compte et demander donc aux militants de cette formation politique, surtout de la FCDE, de tenter une action en justice contre Paul Onkpé. Parce qu'à un moment donné, ils ont été floués, ils ont été baignés, ils ont cru à un moment donné à Paul Onkpé qui pour aller en guerre avec Paul Onkpé. Et aujourd'hui, au soir des élections, Paul Onkpé dit, écoutez... Paul Onkpé, il semblait bien faire. Ah non, écoutez s'il vous plaît. Si on vous a connu cette émission, c'est parce qu'on sait que vous avez un leadership, parce qu'on sait que vous avez la capacité de le faire. Demain, si vous irez mal l'émission, vous ne pouvez pas sortir et dire, ah non, c'est parce qu'il y a la tête de Stéphane qui me plaît pas, c'est la tête de Florent qui me plaît pas. Non. Parce que vous avez accepté, donc, vous avez accepté avec les conditions. Donc, Paul peut accepter le système démocratique avec les conditions. Quelqu'un parlait, donc, s'il n'a pas lu les conditions qui étaient, les règles du jeu et tout. Et maintenant, cette déclaration, normalement, on doit l'envoyer en justice pour qu'il réponde de ces actes. Franchement, c'est pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Il y a des citoyens qui ont cru en eux, il y a des citoyens qui ont cru en Paul Onkpé, il y a des citoyens qui ont cru en Boriaï. Et aujourd'hui, on est là. Bon, la question que vous pouvez poser pour savoir pourquoi, c'est pas, si FCV n'a pas profité de l'absence justement, non, des démocrates. Non, et Paul Onkpé ne peut pas capitaliser. D'accord, capitaliser sur l'absence des démocrates. Je vous dis deux aspects. Premier aspect d'abord, si on fait un retour en arrière, il y a des faits politiques qui sont vivaces encore dans les esprits de ces citoyens-là. Au moment où les uns les autres, bien évidemment, parlaient donc de ce code-là, Paul Onkpé ne réagissait pas. Donc, il était resté dans son coin et sabrait donc le champagne, comme le disait l'autre. Deuxième fait, on parle donc des communales. Et ici, vous savez que, au niveau des communales, puisque les législatives, donc, Paul Onkpé, bon, je ne veux pas donc aller à ce niveau-là. L'ensemble des démocrates, c'est au niveau donc des communales. Communales, vous savez que les gens ont voté pour ceux-là qui sont capables de gérer leur quotidien. Et les candidats que Paul Onkpé a eu à positionner, allez voir, vous pouvez faire un travail analytique. Et prenez la liste donc de Paul Onkpé et voyez un peu ce que Paul Onkpé a positionné comme candidat et également vérifier le profil comparer le profil avec les autres. Vous verrez que c'est les gens qui ont été cooptés à la dernière minute. Je le dis comme ça. Parce que le Parti démocrate avait fait une sortie médiatique en ce temps-là pour dire que au moment où eux autres, la Sénat leur disait qu'ils ne peuvent pas compétir, Paul Onkpé continuait toujours de chercher les candidats. Donc, les candidats qui ont été choisis, qui ont été positionnés, ne répondaient pas véritablement aux aspirations des populations. L'autre chose, c'est que les thèmes, qu'est-ce que étaient les thèmes sur lesquels la FCB a travaillé pendant les communales? Il faut aller chercher. Au moment où les gens cherchent à savoir comment nos marchés seront gérés, comment on va faire tracer telle route. Lui parlait donc, la FCB, parlait donc de gouvernance, comment il faut descendre partir du salon, alors que les gens cherchent à savoir leur quotidien répond à quoi, à quoi retourne leur quotidien. Et donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas milité en faveur de la FCBE. Et donc, la FCBE ne peut pas capitaliser, d'accord, comme l'a dit l'autre, capitaliser, parce que la conviction n'est pas là, ne peut pas capitaliser en l'absence, bien sûr, de démocrates. Et les militants, vous savez, le taux de participation également peut nous aider également. Les militants LD qui n'ont pas voté les communales, même si ils ont voté à un moment donné les communales, parce que, vous savez, il y a des gens qui ils votent, ils prennent les deux bulletins, ils votent parce que c'est communal, ils votent comme ça. Parce que pour eux, il faut voter pour les démocrates, il faut voter pour UPR, il faut voter pour BR.
D'accord? Mais pour FCBE, le taux, là, indique bien que le maillage territorial n'est pas ce que ça doit être. Et donc, Paul Nkpé ne pouvait pas capitaliser en l'absence des démocrates. Au-delà de ces éléments-là, c'est-à-dire que quand on prend FCBE et les démocrates, ce n'est pas le même format. C'est pas le même format. C'est-à-dire, oui, c'est pas le même format. LD a déjà toujours démontré sa supériorité sur le parti. Politique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les militants ou en fait ceux que LD a l'habitude de positionner par rapport à ceux que FCBE positionne sur le terrain, c'est pas la même chose. Et donc si LD n'est pas présent, je ne trouve pas que FCBE puisse non c'est pas systématique que ça va se faire. Peut-être que ils y ont cru. Peut-être qu'ils y ont cru, ils se sont dit, si LD n'est pas là et que nous sommes sur le terrain, on va pouvoir récolter leur moisson. Et donc, ils se sont dit, bon, ok, si on signe l'accord, on se retrouve de l'autre côté, on pourra bénéficier si jamais LD n'était pas là. Bon, leur calcul là, ça n'a pas marché parce que quelqu'un qui est plus grand que vous, il est plus grand que vous. Au final, à quoi joue concrètement Paul Nkpé et son parti? Non, mais au jeu auquel ils ont joué depuis leur création, depuis leur scission, c'est la réponse que moi je donne. Ils jouent au jeu auquel ils ont toujours joué depuis leur scission et de l'ancêtre FCBE. Et ils doivent maintenant se rendre à l'évidence qu'en réalité, faire de la politique, il faut être beaucoup plus, disons, il faut y aller avec beaucoup de tact, parce que avec le temps, Paul Nkpé a connu beaucoup de dissidence, j'allais dire. Vous voyez, Ali Aliou est parti. Ali Aliou est parti parce que c'est un homme de conviction. Voilà un homme de conviction qui pouvait porter le poids moral de ce parti-là. Qui pouvait porter le poids moral parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Paul Nkpé est venu sur la scène politique de façon un peu, je dirais, avec fracas, quand il a été nommé par Thomas Boni Yayi, par l'ancien président Thomas Boni Yayi. Et on l'a vu de son beau-père natal, malheureusement, même à Bopa, il n'a pas pu lever un seul siège pour être élu communal. C'est désolant. Donc, moi je dis, il faudrait que le parti se restructure et que le parti maintenant se rende à l'évidence que ce n'est pas parce que on a signé un accord de gouvernance avec les partis de la moite présidentielle qu'il faut aller dormir sur ce laurier. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas gagné à l'avance. L'accord de gouvernance n'est qu'un acte, disons, officiel. Maintenant, il faut travailler sur le terrain. Il faut organiser les militants. Et j'ai l'impression en réalité que Paul Nkpé n'a de militants, de personnes de confiance que ceux qui sont de son entourage et de son état-major. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un parti qui a une envergure nationale puisse récolter ces taux-là aux élections? Donc, il faut restructurer tout. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Il ne faut pas jouer à la victimisation. Non, pas du tout. Il faut se regarder de la glace. Il faut s'asseoir, réunir son état-major, se regarder dans la glace, poser les problèmes pour chercher les solutions idoines. Parce que, à la présidentielle, ils ne viendront pas nous dire que c'est comme ça, que c'est toujours les lois électorales là, exclusives là, qui ont fait qu'ils n'ont pas pu bien compétir. Non, parce qu'il y a plus coriace qui vient. Plus coriace, c'est cela. Henri Ambodé. Non, et je vais emprunter donc une expression de mon cher ami Florent Roussillon qui disait que on ne faut pas donc jouer à la victimisation, mais malheureusement c'est à cela que joue Paul Nkpé avec cette déclaration, c'est à cela que joue Paul Nkpé. Et très souvent, vous savez que je ne vais pas aller trop en arrière pour embrouiller les esprits. Les hommes politiques très souvent jouent à la victimisation au Bénin, et quand c'est le cas au Bénin, vous savez, les citoyens béninois, disent que bon, pourquoi on est en train de trop, j'allais dire, charger cet homme bien, cette personne ou bien cette formation politique, et donc ils ont un amour, ils développent un amour envers cette personne-là. Et c'est ça, c'est à cela que Paul Nkpé donc voulait en jouer, en sortant donc cette déclaration-là, jouer donc à la victimisation. Mais malheureusement pour lui, ce qui est là, c'est que nous avons aujourd'hui une autre catégorie de citoyens très matures,
très mature, qui voit autrement les choses, qui comprend dans le nid, d'accord, les choses. Et quand on met Paul Nkpe à côté donc de démocrates aujourd'hui, on sait que Paul Nkpe n'est pas, toutes mes excuses que je le dise comme ça, n'est pas le vrai opposant, même si vous avez ajouté le thème, c'est vous qui avez trouvé le la bonne expression, opposition modérée, ne joue pas le rôle d'opposant. Et tout le temps, il avait une bonne occasion de sauter sur les faits pour crédibiliser donc son image. Par exemple, le cas de concertation devait lui permettre, bien sûr, de sauter dans la base et se crédibiliser, et en jouant le rôle avec, monsieur, les démocrates qui, qu'on le veuille ou non, ont joué le rôle d'opposition. Partout ailleurs, il y a toujours la classe, il y a toujours la gauche, il y a toujours la droite. Paul Nkpe joue à la victimisation pour commander comment on appelle ça, l'estime, l'estime de la population. Si ce patriotique, non, si vous voulez qu'on aille sur ce côté-là, on va faire le débat. Si ce patriotique, donc, l'appel, ce qu'il fait là, c'est qu'il rend ça. Parce que, depuis 2016, Patrice Talon a dit qu'il a pris une autre option, le modèle démocratique, d'accord? Et donc, cette option-là n'est pas ce que lui pense, mais lui, il va appeler qui a fait un réveil, pour sauver la démocratie. La démocratie dont on parle ici aujourd'hui, pour Patrice Talon, c'est assez sur les faits concrets, les réalités. Et chaque pays doit opter pour une démocratie qui répond à ses aspirations, à ses réalités. Et lui, Paul Nkpe n'a pas compris. Donc, c'est ce que je disais. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pris connaissance de certaines notions de gouvernance. Et donc, il se lève un matin pour dire, écoutez les amis, ils m'ont floué et pardonné, parce que là, j'ai été floué, j'ai été béni. Le système démocratique auquel ils m'ont demandé de participer, franchement, je n'ai pas tout lu. Et maintenant, voici ce qui se passe. Il faut voir ça dedans. Il faut voir ça dedans. Mais non. Stéphane, justement, qui remet en cause aujourd'hui maintenant le système démocratique. Non, il sait très bien ce qu'il dit. Et je pense que Henri a très bien caricaturé la situation. Il est en train de jouer à la victime pour avoir un crédit auprès de la population, mais malheureusement, le jeu est plié. Le jeu est plié, il ne pourra plus se repositionner par cette déclaration-là, que moi je considère comme un aveu d'échec. Il a compris qu'il a échoué. Maintenant, il a échoué, le jeu est fait. Je ne sais pas ce qu'il va dire aujourd'hui, parce que c'est lui seul qui ira mais maintenant aux élections avec Ouada. Il sera avec son Dieu. Il n'aura pas 10%. On peut se permettre aujourd'hui de prédire. Il n'aura pas. 0,2%. Il n'aura pas les 10%. Donc, le jeu est plié. Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et que ce soit Paul Nkpe ou Bobo Bonia, ils doivent se revoir. Hein, ils doivent se revoir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu lever des sièges, c'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils ne vont pas continuer à jouer leur rôle d'opposant ou d'opposition. Ils peuvent se retrouver et voir maintenant ce qu'il faut faire. Parce que, de toute évidence, là, ce code-là, si ça doit rester comme ça, là, c'est parti pour longtemps, sauf si au niveau du parti BBR et de l'UPR, on assiste encore à un autre, je sais pas. Pouvait sauver les meubles. Et on aurait peut-être eu au moins 2-3 sièges aujourd'hui avec l'opposition. Ils avaient toutes les cartes. Leur ego a gâté l'affaire. Ce n'est plus l'heure de se plaindre, de se morfondre ou de venir jouer venir jouer sur l'émotion des uns et des autres. FCBE, ça passe pas. Il y a la dernière manche à faire. On connaît déjà la suite. Qu'on en finisse et qu'on passe vraiment à autre chose. Donne cette possibilité de ne pas continuer. Parce que dans la déclaration, je ne sais pas si vous avez été, il y a quelque part, il disait continuer ou arrêter. Oui, bon, on va le proposer pour nous. Non, parce que le mieux même aujourd'hui là, c'est d'arrêter. Parce que
oui, c'est d'arrêter. Hein. Le service communication de la FCBE a bien lu la déclaration de la publiée. Parce que, parce que, déjà, en leur sein, ils ont déposé les armes. Parce qu'ils ont dit arrêtez ou continuez. Lorsque vous êtes dans un combat, et qu'à un niveau donné, le combat n'est pas terminé, et qu'à un niveau donné, vous commencez déjà pas à vous poser ces questions-là, c'est que vous ne venez plus sûr de la suite. Et donc, il ne faut pas en réalité... Non, ils ne sont plus sûrs. Non, il ne faut pas... Oui, il ne faut pas en réalité... On est sûr qu'ils ne sont plus sûrs. Ils ne pensent plus. Il faut remercier Paul Ompère. Il faut remercier Paul Ompère. Parce que, vous savez, il est intelligent, Paul Ompère. Toutes mes excuses, il est intelligent, très intelligent. L'issue que prévoit la présidentielle, il en trouvera déjà une mauvaise sortie. Et donc, déjà, il faut que, pour sa crédibilité, il faut qu'il laisse les choses. Donc, non. On l'aura compris. Il faut qu'il laisse les choses, d'accord, qu'on ne dilapide pas les fonds de l'État. Il peut désister. Et donc, si... Il peut désister, donc. Il peut désister, oui. Il peut désister. Laisser donc... ce serait mieux. Parce qu'il ne faut pas qu'on dilapide pour rien les fonds de l'État. Et c'est en cela que, Henri, je te rejoins pour demander à la Cour des comptes de bien vouloir faire son travail maintenant. De rendre public la dépense des fonds de l'État mis à la disposition de tous les partis qui sont engagés dans les élections pour qu'on voit clair. C'est cela. Mesdames et messieurs, on l'aura compris, Paul Mboupe qui joue à la victimisation selon les invités. Et il faudrait pour la SCBE de sortir de cette désillusion si elle tient à peser dans l'échiquier national. Alors on passe au sujet 2. Mesdames et messieurs, l'inauguration de PK3 s'inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser les espaces marchands. Ce n'est pas qu'un transfert de stands, c'est l'introduction de nouvelles normes de gestion, de sécurité et de salubrité. Stéphane Arine Rosso, alors comment voyez-vous ce déplacement de Misebo vers PK3, ce transfert? Forcément, tel que le gouvernement l'a décliné, s'inscrit dans sa démarche de moderniser les marchés que nous avons. Et c'est quand même bien parce que qu'on le veuille ou pas, ces marchés ont dans le temps, ou bien se sont construits dans le temps, une réputation internationale. Et donc, il fallait donner un nouveau visage à ces marchés-là. Mais ce qui est clair, c'est que souvent, quand on veut enclencher une nouvelle démarche, c'est souvent difficile de rompre avec l'ancienne. Le marché de Misebo a quand même eu le temps de faire un parcours qui a, comme on le dit, créé un écosystème qui nourrit, je veux dire, l'économie, qui fait vivre beaucoup de Béninois. Et c'est là, au-delà du défi de la modernisation, c'est là que la question se pose véritablement. Parce que, vous voyez, quand on parle de Misebo, c'est toute une chaîne. Hein. Il y a le vendeur, mais avant le vendeur, il y a les démarches, il y a ceux qui revendent, il y a beaucoup. Maintenant, est-ce que en me déplaçant, est-ce que tous ceux-là vont pouvoir être relogés dans le nouveau marché? Parce que ce système-là va forcément se rompre. Maintenant, il faut pouvoir reconstruire tout ce système-là. Et donc, la question ou le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, à la faveur de ce déplacement, ceux qui arrivaient à trouver ceux qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu puissent continuer à le faire, que ça ne soit pas un nouveau ou une nouvelle source de chômage, je veux dire. Ensuite, il faut que les structures qui gèrent ces marchés-là puissent faire en sorte que ça ne pénalise pas in fine, ceux qui vont acheter dans ces marchés-là. Parce que quand on dit Misebo, ce qui frappe, c'est la friperie. Et on sait que, bon, il y a la friperie de haute qualité, de moindre qualité, de basse qualité. Et le Béninois moyen qui n'a pas beaucoup de ressources, il va pour acheter ceux qui sont de moindre qualité, qu'il peut trouver vite à prendre. Maintenant, quand on va les mettre de l'autre côté, avec tout le luxe
n'est-ce pas, donc qu'on leur offre avec, je veux dire, les taxes qu'on va leur imposer, est-ce que ça ne va pas agir in fine sur le consommateur qui va acheter dans ces marchés-là? Donc, un ensemble de défis qu'il faut pouvoir relever pour que cette démarche de modernisation de ces marchés-là soit quand même une démarche assez complète qui prend en compte toutes les dimensions de ce marché Misebo-là. Nyambodé, PK3 est moderne, mais il est excentré par rapport à Cotonou. Ne risque-t-on pas de voir le commerce de friperie s'essouffler à la longue? Non, s'essouffler. Écoutez, dans les rues de certaines localités, on a toujours un Misebo Miss. On a, je dirais, dans les localités reculées, on a toujours de Misebo. C'est vrai que Patrice Talon, je suis d'accord avec Stéphane, Patrice Talon, depuis un fort moment, a annoncé cette dynamique-là qui est en cours, cette modernisation des services marchands. Mais il faut rappeler que Misebo a traversé des générations. Misebo a traversé des générations et a fait des hommes, de grands hommes. D'accord? L'histoire de Misebo ne peut pas s'effacer en quelques jours. C'est vrai qu'on a rasé l'endroit, mais Misebo restera toujours vivace, je dirais, dans les localités, dans les coins et recoins. Ce que Stéphane a souligné, que je trouve également pertinent, et vous parlez donc de essoufflement, non? Et si les impôts, les frais, les tasses de ces marchés-là vont impacter le coût final, ça va pas permettre à certaines personnes d'aller à Misebo. Parce que qui sont ceux-là qui vont à Misebo? Si vous voulez, à Guémé. C'est ça, oui. C'est nous étudiants, c'est nous pères de famille, c'est nous fonctionnaires qui avons démarré, c'est nous journalistes, c'est nous. Et donc il y a toute une catégorie, d'accord, qui vont et qui font les premiers choix de ces friperies-là. Donc si entre temps, ce qu'on doit payer à 1000 francs, d'accord, la chemise bien taillée qu'on doit payer à 1000 francs et que dans PK3 aujourd'hui on va payer ça à 2500 francs, on risque bien sûr de ne pas retrouver assez de clientèle pour ces gens-là. Et donc, ça passe à s'essouffler, mais plutôt, sera, je dirais que on aura d'autres Misebo dans les zones un peu éloignées de Cotonou, mais toujours qui vont s'animer et qui vont continuer de déplacer. Parce que ceux-là qui n'ont pas trouvé d'espace, de place à PK3, iront forcément se recaser quelque part. Et ils ont vous savez que, je vous dis pas, si, bon, on va trouver un commerçant de ces friperies-là et il a de bonne qualité, on a toujours son numéro. Et donc, on crée aujourd'hui de groupe, donc on veut dire, je suis à tel endroit, je suis pas, donc, ça va continuer toujours de s'animer, ces marchés-là, même dans les maisons closes, même dans des closes, non, pardon. Je suis d'accord, sinon c'est vrai, transfert, Misebo, PK3, Tontokpa, Kokokodji, tout ça là contribue quand même à développer l'économie locale. Vous savez, le reproche qu'on fait, que moi je fais souvent et au gouvernement en place, c'est de mettre en place des infrastructures qui pourraient ne pas profiter à la plèbe. Quand je parle de la plèbe, je parle des personnes de modestes conditions. Vous voyez, lorsque vous avez commencé le sujet, il m'est revenu en tête la complainte d'une dame de chez moi là, qui vendait à Misebo et qui a été transférée à PK3, qui se plaint tout le temps du coût de la location journalière comme mensuelle et de la mévente. Moi j'ai été à PK3. Après, Oui, pas se non, je vous dis, j'ai été à PK3. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il y a encore des habits qui traînent au sol, qu'on étale au sol pour vendre dans la poussière. Et bon, alors que le souci de modernisation, c'est d'éviter cela. Et donc, il faut comprendre en réalité que le fait d'avoir transféré Misebo à
et à PK3, c'est louable, c'est une mesure louable, mais qu'il y a encore à refaire. Parce que, mais quelle est la grande population des grossistes de Missebo, si ce n'est pas les étrangers? Si ce n'est pas les étrangers. Les Ibo, les Ghanéens, les Nigériens. Et donc, la population autochtone se retrouve dans un rôle second, où on va prendre les balles ou les habits auprès des grossistes, des étrangers, pour pouvoir les revendre. Et donc, à la longue, comme l'a dit Henri, et je perce l'idée, c'est que les ventes à la sauvette, si on ne prend pas garde, vont multiplier dans le pays. Parce que il y a une partie qui n'a pas trouvé de place à PK3. Et cette partie doit pouvoir, cette partie de commerçants et de commerçantes qui n'a pas trouvé de place à PK3, à une famille, à des charges mensuelles, des charges sociales. Et donc, pour juguler la mensualité, le remède, c'est de trouver un autre emplacement. Et cet emplacement-là, s'il n'est pas formel, rapidement, il sont dans l'informel. Et donc, moi, j'ai peur que de plus en plus, j'en ai vu déjà un marché informel à Ruiron, près du CEG, qui s'anime tous les soirs, mais toute la journée, où on vend des habits. Et donc, il faudrait qu'on repense la chose, qu'on sensibilise beaucoup. Parce que j'ai l'impression que les structures ou la structure qui est en charge de ces nouveaux marchés ne fait pas de communication pour permettre à ceux qui vendent dans ces marchés-là de pouvoir faire du profit, histoire de rentabiliser les caisses de l'État. Il faudrait que l'ANAGEM, ou je ne sais comment on l'appelle, il faudrait que cette structure revoie sa communication. Comment accompagner les vendeurs? Comment accompagner les commerçants pour que le souci ne soit pas de fermer les marchés à 17 h et de les ouvrir à 9 h, ce qui est une contrainte pour les commerçants et les commerçants de PK3. On doit pouvoir comprendre qu'on ne peut pas adapter l'horaire de marché à l'horaire, disons, quand on est en fonction dans une société. Non, mais Henri, moi je viens à Missebo. Je viens à Missebo, mais c'est quand j'ai fini le boulot. 18 h, en voulant rentrer, je vais là-bas pour aller prendre au moins, voir quelques habits et les prendre. Mettons dit que le marché est fermé à 17 h. Alors que moi je finis le boulot à 18 h 30, je fais comment? Mais c'est parce qu'ils sont réalistes. Je pense, oui, maintenant dit que le marché s'ouvre à 9 h. Alors que moi je viens au boulot par exemple à 7 h 30. Non, mais donc, je pense que sur ce plan-là, il faut pouvoir faire des ajustements parce que au même moment que vous imposez des taxes à payer aux gens, vous ne pouvez pas fixer des horaires, même si c'est pour des questions sécuritaires. Je pense que l'ANAGEM doit trouver les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ce lieu-là et permettre aux commerçants de venir tôt et de rentrer tard. C'est aux commerçants de déterminer quand il vient et quand il rentre. On n'a pas à le limiter dans son, puisque lui, il a une obligation de verser des taxes à la fin du mois, ou je sais pas, c'est trimestriel, à l'ANAGEM. Et puis ensuite, il a le besoin de faire d'économies, de rentabiliser par rapport à ce qu'il vend. Donc, je pense que sur ce plan-là, il faut pouvoir revoir les choses et permettre aux commerçants d'être choses là. Maintenant, l'autre élément que je voudrais rapidement ajouter, si on ne revoit pas, on ne fixe pas bien les prix ou les taxes, on finira par se retrouver, si on pèse bien l'idée des confrères ici, on finira par se retrouver dans un système où ce seraient ceux qui ont beaucoup de moyens qui vont se retrouver dans les marchés et ceux qui ont peu de moyens vont installer des pôles un peu dans les villes, dans les hameaux pour écouler leurs marchandises. Ça va encore créer un autre problème de vente à la sauvette au niveau de nos carrefours, au niveau des artères de certaines routes. Et ça va poser un autre problème également à gérer. Donc, l'ANAGEM doit voir comment manager pour reconsidérer sa position et tenir compte de tous ces éléments-là. Et puis après, un marché, c'est une vie. Un marché, c'est une vie. Et un marché vit. Et donc, on ne peut pas simplement regarder l'aspect modernisation pour mettre en place des réformes. Il faut considérer le marché étant une vie, une marché qui vit. Et là, ça va prendre en compte
Tous ceux-là, et chacun pourra tirer son épingle du jeu. C'est vrai que la dynamique qui est en cours, il faut saluer ça, il faut aller donc à reconnaître que il y a un travail colossal qui est en train d'être fait. Je suis d'accord, je suis un certain nombre de réformes, mais il faut, sur cette question d'horaire, je pense que je n'ai pas trop d'informations, mais si c'est le cas, il va falloir revoir ça parce que celui qui quitte la maison pour aller vendre, on ne doit pas le limiter, d'accord? Parce qu'il doit avoir, il y a des gens qui sortent peut-être à 18 heures et c'est à ce moment-là où ces personnes-là iront au marché pour faire les emplettes pour rentrer chez elles. Et donc, on ne peut pas limiter. De toute façon, je pense que l'ANAGEM, avec cette structure-là, et Patrice Salon, qui est en train d'accompagner cette dynamique-là, si c'est le cas, donc on devrait interpeller donc cette structure-là pour qu'on revoie un peu l'organisation au niveau des nouveaux marchés et permettre bien évidemment aux uns aux autres de faire. Parce que si, pour qu'il n'y ait pas de regret, si dans les anciens marchés, les gens font, comment on appelle, font de bénéfices à grande échelle et que dans le nouveau marché, ils n'arrivent pas à le faire, ils seront découragés et on va commencer par justement, dernier tour de table rapidement. Comment conserver cette modernité des marchés, cette modernisation des marchés et aussi garder également la vie, comme l'expliquait tout à l'heure Stéphane Akinrossou, la vie des marchés, l'ambiance historique de Misego. Comment le recréer au niveau de PK3? Ce sera difficile de recréer cette ambiance-là, mythique, qu'on enregistre, monsieur, à Misebo, à PK3. Ce sera difficile. Parce que Misebo, c'est notre communauté. C'est notre village. D'accord? C'est notre village. Quelqu'un a parlé de quelqu'un qui prend, il y a des gens qui sont là, qui vont chercher les grossistes et qui vendent ça. D'accord? Et qui remettent ça encore à de petits marchands et qui viennent vendre ça au bord de la route. Donc, c'est vrai, cette ambiance-là, c'est soit difficile de recréer cette ambiance-là, mais peut-être travailler à créer une autre ambiance de convivialité, d'accès facile pour que les gens aillent de l'autre côté. Parce que c'est difficile, vraiment c'est difficile. Non, mais c'est le problème, c'est pas le même environnement. C'est le problème lorsqu'on veut tout européaniser. Lorsqu'on veut tout européaniser, on finit par perdre à la chose sa sève, sa valeur intrinsèque. Vous voyez, quand Misebo était là, Misebo était dans un centre commercial. Il y avait Henri, il y avait la cathédrale, il y avait les institutions, les administrations qui étaient, c'était vraiment en pleine ville. Maintenant, on l'a déplacé dans un quartier, dans un coin reculé d'Apakba. Donc, l'ambiance est perdue. Parce qu'on veut tout rendre formel dans le pays. On veut tout contrôler. Non, ce n'est pas que le fait qu'on cherche à moderniser les choses. Parce que il y a la globalisation, il y a l'évolution également. Donc, il faut peut-être voir ça de ce côté-là. Mais, comment dire ça, l'environnement ne sera plus le même. Ne sera plus le même forcément. Je suis d'accord avec toi que, arrivé à un moment donné, on pourra avoir le même environnement. Mais forcément, cet environnement-là, on peut l'avoir ailleurs, d'accord? On peut l'avoir ailleurs, pas forcément à PK3. Parce que PK3, la modernité qui est inscrite là, ne pourrait pas permettre aux gens, par exemple, de faire certaines erreurs comme on fait à Guémé, à Bissebo. Stéphane Akinrossou, on ne peut pas recréer l'ambiance Bissebo. Henri a volé mon idée. Je pense que l'ambiance qui prévaut à Misebo, ce n'est pas évident avec tout le luxe qu'on a mis là-bas, toutes les dispositions sécuritaires qui seront prises, ça ne peut plus, hein, parce que on connaît Misebo, on sait comment ça marche. Donc vraiment, ça va être difficile de reconstruire l'écosystème, de reconstruire l'ambiance, de reconstruire un certain nombre de choses. On va juste espérer que Misebo puisse renaître de ses cendres et que on puisse permettre aux vendeurs, aux commerçants de vivre et de bien vivre dans le nouveau marché. Merci à vous. Tout est dit. Que retenir, Paul Roumpet tente de transformer un échec électoral en un combat moral pour la sauvegarde de la démocratie, mais le défi reste entier. La FCBE doit désormais prouver qu'elle peut encore incarner une alternative sérieuse face au bloc de la mouvance. Par ailleurs, la mutation
De nos cités se précise la décentralisation du commerce de Misebo vers PK3 ne doit pas être vue comme un simple déménagement, mais comme une volonté de bâtir une économie digne, saine et résolument tournée vers la modernité. Bon, le défi pour l'État sera de concilier cette vision architecturale avec la réalité sociale de nos commerçants. Merci à nos 3 éditorialistes, Florent Ruissinon, merci à vous, Stéphane Arinou-Rossou, merci Henri Nyambodet, merci d'avoir répondu présent pour cette analyse sans concession. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Dimanche, c'est politique, ça continue.